Bonsoir et bienvenue dans ce lundi soir. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir Malcolm Ferdinand, qui vient de publier S'aimer la terre, défaire l'habité colonial dans la collection Écocène du Seuil. Dans l'actualité extrêmement chaude des mobilisations en cours aux Antilles contre la vie chère, ce livre tombe à pic en restituant toutes les dimensions d'un autre scandale, celui du chlordécone. Chlordécone. Voilà. Une molécule utilisée contre le charançon dans les plantations de bananes qui a fini par contaminer la quasi-totalité de la population des Antilles. Ce livre est important pour nous, au moins pour deux raisons. D'une part, il ne réduit pas l'analyse à une approche purement sanitaire et disons techniciste, mais recadre la contamination dans le contexte de la domination coloniale, faisant du chlordécone un traceur de l'habité colonial. D'autre part, par-delà la pollution et ses effets dévastateurs, il s'attache à poser les bases de ce qui serait un habité décolonial de la terre, reposant sur une politique d'amour de la terre. C'est donc d'un livre engagé qu'il s'agit, écrit par un chercheur engagé dans la pensée et la lutte décoloniale, mais à partir d'un ici et maintenant qui est le sien, celui du monde caribéen. Je propose de peut-être commencer tout simplement par faire un état des lieux de la contamination aux Antilles, un rappel peut-être historique, et puis pointer quelques chiffres pour donner l'idée de l'ampleur de la catastrophe. Déjà bonjour, merci pour cette invitation. Et effectivement, la première question qu'on se pose tout le temps, c'est bon, alors c'est quoi le chlordécone? De quoi parle-t-on? Quelle est l'ampleur de la contamination? Et ce sont des questions qui sembleraient avoir des réponses évidentes, ou qui vont de soi. Bah oui, le chlordécone, c'est une contamination avec un pesticide organochloré, utilisé dans les bananeraies antillaises des années 70 aux années 90, 93 ou un peu plus, et qui engendre... alors qui pose des problèmes aujourd'hui parce que c'est une molécule qui est persistante, elle est rémanente dans l'environnement. Selon les types de sol, elle peut rester jusqu'à de plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs centaines d'années, selon le type de sol. Elle est généralisée, c'est-à-dire que c'est une poudre blanche qu'on répandait à la base des bananiers, mais avec la circulation, le lessivage des sols et les chaînes trophiques, on les retrouve dans un ensemble d'aquifères, de rivières, de zones côtières, d'éléments végétaux, les plantes, même certains troncs d'arbres, les algues, et bien sûr dans toute la chaîne alimentaire, insectes, poissons, oiseaux et corps humains. Et c'est une molécule qui est connue pour sa dangerosité, engendrant pour les humains ce que l'on sait un certain nombre de problèmes sanitaires, donc notamment le retard de développement cognitif, moteur et visuel des enfants, une augmentation des chances de survenue de cancer de la prostate et de récidive, une diminution des périodes de grossesse. Voilà où on en est aujourd'hui. On sait qu'il y a des recherches en cours pour les dépollutions de certains sols. Le petit topo que je viens de faire, on va dire, est la façon classique de présenter l'affaire. Voilà, c'est une pollution. Mais effectivement, l'entrée en jeu de mon livre est de questionner le cadrage même en fait, de cette pollution, au fond où ça ne devient plus une évidence. De quoi est-il question? Parle-t-on véritablement d'un scandale sanitaire et environnemental, ou alors serait-il question plutôt de scandale qui est lié à ce que j'ai appelé l'habité colonial, c'est-à-dire une manière coloniale d'habiter la terre, patriarcale, capitaliste, qui va assigner des considérations différentes à certains corps, à certains espaces, à certains chercheurs. Et dans cette perspective, on comprend que l'affaire du chlordécone, ou dite du chlordécone, est bien plus que l'affaire d'une molécule. Elle est le produit d'un ensemble de relations politiques, agronomiques, économiques, judiciaires, législatives et scientifiques qui ont rendu possible cette contamination. Et si on reste dans cette vision très techniciste de l'affaire, en se disant la solution est de soit limiter l'exposition des habitants et prévenir les problèmes sanitaires, ou alors par une recherche ou une technologie miraculeuse,
on pourrait soudainement enlever cette molécule des sols et qu'on se dise, ben ça c'est la solution, je pense qu'on se trompe, parce que les manières de faire, les relations qui ont donné lieu à cette pollution sont encore en vigueur aujourd'hui. Et donc on ne résout pas le problème du chlordécone uniquement avec une dépollution du chlordécone. Ouais. Et c'est pas, enfin je t'interromps, mais faut vraiment insister parce que c'est tout l'intérêt de ce livre, c'est que c'est pas, comme un peu tu viens de dire, mais je veux préciser, donc c'est un gros livre, hein, c'est quasiment 600 pages. Alors tu fais une blague à la fin de l'introduction, tu dis, vu que c'est une pollution qui va durer de 60 à 600 ans, finalement, c'est pas très grave si ça prend un petit peu de temps de le comprendre. Mais voilà, c'est pas juste une enquête, on aurait pu dire pour une espèce d'enquête un peu journalistico-scientifique, le chlordécone, ça marche comme ceci, comme cela, et puis c'est arrivé comme ça. C'est vraiment, enfin, le livre, c'est vraiment un millefeuille, c'est-à-dire que tout l'intérêt, c'est que tu poses pas la question décoloniale comme ça un petit peu, genre ah bah regardez, vu que ça se passe aux Antilles, d'ailleurs en plus de ça c'est décolonial. C'est qu'en fait, en partant de cette microscopique molécule, tu déploies en fait toutes les dimensions de la colonialité et tu vas, et c'est une recherche, c'est-à-dire que tu vas travailler sur ce que ça implique en termes de droit, en termes de rapport à la science, en termes de rapport à l'histoire, en termes de rapport au territoire, et tu prends le territoire pas juste comme une espèce d'espace sur lequel il y aurait ces petits grains qui auraient été envoyés, mais tu parles d'écoumène, c'est-à-dire que le territoire en tant qu'espace quasiment métaphysique, c'est-à-dire en tant que l'espace, en tant qu'on a un rapport singulier habité à cet espace, et donc voilà, tu viens vraiment en fait tu proposes un autre rapport au monde que celui sur lequel en général on se situe, soit quand on pense la question raciste, soit quand on pense la question écologique, soit quand et tu commences le livre, par ailleurs, en faisant référence à deux événements au moment où tu l'écris, que sont le déboulonnage de statues après George Floyd, et cette question du chlordécone. Et donc, voilà, moi, est-ce que tu pourrais, pour commencer, enfin peut-être. Oui. Non mais oui, vas-y. Moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que parce que je trouve que c'est le premier passage qui m'a le plus plu dans le livre, c'est nous expliquer ce que tu entends par l'écoumène. C'est quoi l'écoumène, et c'est quoi un peu cette espèce de dimension de l'espace, et qu'est-ce qu'elle permet de voir que la géographie ne nous permet pas de voir. Ouais. Et moi, pour aller à l'appui du questionnement de Mathieu, moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'ouverture quasiment du bouquin, où tu parles pas de la molécule, tu parles du charançon. Et tu parles même tu parles d'écocide, et tu évoques le calvaire du charançon et du tissu vivant, et tu appelles même à penser comme un charançon. Oui. Donc je pense, je crois que ça complète un petit peu son. Ça serait bien que tu parles du destin commun du charançon et du marron. Et oui, et de l'Africain esclavagisé, quoi. Alors. Réponds à ce que tu veux, on t'a posé trop de questions. C'était pour essayer un peu d'ouvrir. Peut-être alors. Déjà sur la longueur du livre, en fait, bon, c'est une enquête. C'est un travail que je mène à peu près de quasiment 15 ans. Donc finalement, c'est la version réduite à laquelle vous avez accès. Et le livre est fait de plusieurs petits chapitres, donc ce qui permet à différents lecteurs d'avoir une idée phare en très peu de temps, même si le livre est gros, mais on peut quand même il y a plusieurs façons de l'aborder. Et effectivement, on est face à une contamination qui dure depuis 50 ans. Et que parfois, en voulant aller trop vite, c'est peut-être comme ça qu'on crée des problèmes. Donc là, j'invite à une forme de fréquentation lente en fait du problème pour se l'approprier. Et évidemment, on voit à quel point les différentes dimensions sont emboîtées. Oui. Parce que l'approche, le cadrage techniciste répond aussi ou fait écho à une ontologie que Descola et Latour appelaient ontologie moderne, qui va séparer nature et culture, et du coup qui va réduire la question du chlordécone à uniquement quelque chose d'environnemental. D'ailleurs, c'était même les propos du président Macron en 2018 quand il disait « c'est un scandale environnemental, pas sanitaire ». Et c'est un cadrage qui est profondément problématique à plusieurs niveaux. Un des niveaux est effectivement, on va dire, celui politique qui permet
de préserver un ordre du monde. Donc on va dire que c'est la faute de la molécule qui est particulièrement mauvaise, mais pas forcément au modèle capitaliste ou même celui de la monoculture d'exportation qui est elle-même structurée par une hiérarchie raciale. Ça, c'est une façon de dépolitiser en fait l'affaire. Une autre manière est de penser la contamination comme étant que une contamination et non pas dans l'appréhension même de celle-ci comme aussi comme un scandale colonial. En tout cas, la façon dont il est perçu par une bonne partie des Antillais et des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont ouvert leurs portes pendant ces 15 ans, c'est pas juste une pollution, c'est un crime impuni. Et au niveau, on va dire, anthropologique ou même social, ce cadrage techniciste, il est problématique précisément par rapport à la question de l'écoumène. C'est-à-dire que on ne pratique pas, ou on ne vit pas, on ne fait pas l'expérience des terres, des îles, des écosystèmes, des milieux antillais, avec cette ontologie moderne, en fait. C'est-à-dire qu'on n'oriente pas notre vie avec une mesure de microgrammes par litre de sang. Or, l'État, et c'est ça qui est aussi très problématique, c'est que la colonialité se retrouve dans la cause, mais aussi dans la façon de gérer l'affaire. Et donc l'État qui a son honneur, a mis en place un ensemble de plans, de politiques qui ont pour visée de réduire l'exposition des habitants depuis 2008 à peu près, enfin, véritablement des plans, on est au 4e plan. Et en même temps, le point qui oriente ces plans est précisément cette ontologie moderniste, qui ne permet pas de comprendre ou de les autres rapports à la Terre qui sont plutôt ceux de la majorité des habitants. Donc on va dire en fait, arrêtez de cultiver les bananes, les légumes racines dans certains jardins, ne buvez pas l'eau de telle source, n'allez pas pêcher dans telle zone parce que c'est contaminé. Et la question n'est pas, on va dire, de questionner l'envie ou le bien fondé de vouloir réduire et préserver la santé des Antillais, mais en fait d'avoir comme modèle, comme façon d'orienter la politique, quelque chose qui est en dehors des manières de faire sens de la terre des Antillais. L'écoumène est la terre en tant qu'elle est habitée par les humains, et les humains en tant qu'ils sont habitants de la terre. Donc en fait, c'est ce tissu, c'est cette chose qui est inséparable, que l'ontologie moderniste vient séparer. Et ce que je pointe, c'est que la manière de gérer de l'affaire du chlordécone par l'État et les gouvernements aujourd'hui, précisément porte atteinte à cette écoumène, avec des choses qui me paraissent assez absurdes, où on va établir le critère du chlordécone comme seul critère ou de la présence, la concentration, la quantité du chlordécone dans le sol, dans le sang, dans la poule, dans la vache ou dans le corps, comme seul critère qui oriente la vie. Et ça, c'est problématique, en plus d'être antidémocratique, dans le sens où c'est une gestion qui est totalement verticale. Là où ça me frappe le plus, c'est que ça vient toucher à des domaines des domaines vernaculaires et même de l'intime dans la façon de vivre des Antillais, dans le rapport à la terre, le rapport aux échanges, parfois le rapport à son propre corps. Et à mon avis, on peut faire différemment. À mon avis, on peut faire, en tout cas, rendre un peu justice, on va dire, à aux manières de pratiquer la terre aux Antilles. Attends, moi je voudrais te faire un petit retour en arrière. Enfin, juste sur ce point, il y a une autre chose à préciser, c'est que le livre c'est une recherche. C'est-à-dire que là, ce que tu nous dis là, par exemple, c'est pas toi qui dans ta tête t'es dit quand même on aurait pu faire autrement. C'est que tu pars de très très nombreux entretiens avec des gens sur place, et en fait tu pars de ce que les gens disent et tu te dis voilà il y a tel type de catégorie de gens, qui se rapportent de telle manière, etc. Donc c'est vraiment, c'est une recherche au ras du réel, quoi. C'est pas une espèce d'entreprise théorique et abstraite vue du dessus, c'est vraiment à partir de tes recherches, quoi.
Mais le truc, je pense qu'on n'a pas dit là, parce qu'en fait, on est parti beaucoup trop vite sur ces histoires de découmène et tout ça. Mais non, mais parce que moi, comme tout le monde, j'avais lu un peu dans la presse le truc sur le chlordécone. Je voyais pollution dans les grandes lignes. Mais quand on lit ton livre, on prend quand même la mesure de l'ampleur de la catastrophe, à la fois de son ampleur, c'est-à-dire que donc on comprend déjà il y a, je sais pas, c'est 90% de la population qui a du chlordécone dans le sang. On comprend toutes les conséquences sanitaires, les cancers de la prostate, la Martinique et la Guadeloupe sont les champions du monde de densité de cancer de la prostate, le lait des femmes qui se retrouvent à être corrompu, comme publié et donc ça, on va dire, ça c'est au niveau vraiment purement sanitaire. Et ensuite, on comprend que les pêcheurs peuvent plus pêcher, que les gens que les agriculteurs peuvent plus faire pousser quoi que ce soit, que les gens peuvent plus manger la nourriture qu'il y a dans leur jardin. C'est-à-dire que l'ampleur et les dimensions de la contamination, elles sont vraiment... en fait, quand on lit le truc, on se dit en fait, les îles ont été ravagées. Et que par ailleurs, ça aussi on est passé un petit peu vite dessus, c'est que ce chlordécone, la raison pour laquelle assez spontanément les habitants le calent sur un truc sur l'histoire coloniale, c'est que ça servait pour les bananeraies qui sont vraiment l'agriculture coloniale, la monoculture coloniale phare de la Martinique, plus que de la Guadeloupe, mais de la Martinique et de la Guadeloupe, quoi. Donc c'est pour ça que ça vient, c'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce d'un seul coup, quoi, cette histoire de chlordécone. Et tous les mensonges, et dernier truc, l'autre truc très très important, c'est tous les mensonges qu'il y a eu, qui fait que ça a été dissimulé, et que les blancs en métropole, on leur dit la banane c'est bon pour la santé, parce que les bananes, elles, n'étaient pas contaminées, on mangeait des bananes, tout le monde trouvait ça délicieux, etc. Et pendant ce temps-là, on savait que les personnes qui, elles, les cultivaient s'intoxiquaient, et ça posait pas de problème, alors qu'aux États-Unis, 30 ans, ils le savent, et ils arrêtent l'utilisation 30 ans avant la France, quoi. Donc ça c'est une imbrication de scandales assez folle, quoi. Oui, en fait. Mais toi, tu travailles dedans depuis hyper longtemps, donc toi, tu le sais, tout ça. Mais pour les gens qui savent pas, c'est vraiment des trucs qu'on apprend dans le livre qui sont vraiment. Ce que j'ai voulu, voilà, s'il y a une idée à garder, cas phare qui a guidé le projet de ce livre. Donc effectivement, c'est une recherche qui est étayée par, différents types d'enquêtes. Des enquêtes dans les archives. Donc j'ai enquêté dans les archives à la fois du ministère de la Culture ici en France, dans les archives judiciaires aux États-Unis, puisque le chlordécone à la base, pour raconter un peu l'histoire, était d'abord fabriqué aux États-Unis, que l'emploi en Martinique et en Guadeloupe a commencé en 72, mais que le chlordécone qui était employé aux États-Unis, aux Antilles, venait des États-Unis, c'est-à-dire que les producteurs importaient le chlordécone des États-Unis. Excusez-moi, quand il a été interdit aux États-Unis, j'ai cru comprendre que le brevet avait été racheté par... Alors, je vais pardon. Donc j'y viens. Ce qui se passe, c'est que aux États-Unis en 75, donc 3 ans après, l'usine qui fabrique ce pesticide, cet insecticide, est fermée. Ou ferme. Pourquoi ? Parce que les travailleurs de l'usine ont développé des pathologies qu'on appelle le syndrome du képone, le képone étant le nom commercial du produit, le chlordécone était le nom de la molécule, que ces travailleurs avaient développé des pathologies, des tremblements et des pertes de poids, un ensemble de problèmes assez sérieux, et qu'en même temps, les rejets de l'usine étaient tellement toxiques qu'ils avaient contaminé toute la rivière, qu'on appelle la rivière James, de Virginie. Et ces deux événements conjoints ont conduit les autorités des États-Unis à faire ce que les autorités françaises n'ont pas fait, c'est-à-dire fermer l'usine, non seulement fermer l'usine, mais aussi attaquer en justice l'entreprise qui fabriquait ce produit. Ils ont fait un ensemble de choses. Ils ont fait un procès, l'entreprise a été condamnée, ils ont commencé à rechercher en 3 ans, de 75 à 78, des méthodes de dépollution de la rivière, des zones autour, a commencé à faire des tests dans les denrées, dans le lait, dans les poissons, pour savoir est-ce que les habitants sont contaminés, sont exposés. Ils ont mené 2 enquêtes parlementaires pour savoir comment on en est arrivé là, qui ont abouti à une loi dont le but était que ça ne se reproduise plus.
Ils ont même créé après un fonds qui avait vocation à financer des associations environnementales pour vraiment améliorer l'environnement et ne plus que ça ne se reproduise plus. Donc en fait, collectivement, on voit une société, en tout cas dans l'État de Virginie, qui se confronte à ce problème et qui essaye de le dépasser. En France, la stratégie a été tout autre, a été celle d'une production d'ignorance. Ignorance, donc quand je parle de production d'ignorance, c'est-à-dire, c'est bien différent d'un état où on ne sait pas. On va instrumentaliser, on va parfois par des mensonges, parfois par le fait de cacher l'idée que soit le produit est toxique, soit l'utilisation crée des pollutions. Et effectivement, sur la question des entreprises productrices de bananes qui sont, en tout cas dont la filière a été historiquement contrôlée en Martinique et en Guadeloupe par des personnes qui appartiennent à une catégorie socio-raciale qu'on appelle les béquets, les blancs créoles. Ça ne veut pas dire que tous les blancs créoles sont producteurs de bananes, parce que comme tout groupe social, en fait, ils ont des différentes divisions au sein, hommes, femmes, riches, pauvres, etc. Mais il se trouve que c'est une catégorie qui, aux Antilles, a une résonance particulière du fait qu'elle se soit autodéfinie comme des descendants de colons esclavagistes, ayant pratiqué au fil des siècles, donc depuis le XVIIIe siècle, qui est le siècle où les Antilles ont été colonisées par la France, en fait, une solidarité endogamique, solidarité raciale, explicitement, qu'elle soit, on va dire, biologiquement vraie ou pas, parce qu'il y a toujours... Mais en tout cas, dans la structure. Donc voilà, c'est une résonance, on va dire, très, 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 très forte. Et donc ce groupe a organisé la production, à la suite de la fermeture de la production aux États-Unis, ils ont organisé la production de chlordécone à partir, du coup, d'une usine qu'ils ont... d'un centre à la fois à Béziers et avec une autre branche à São Paulo. Donc on parle de producteurs de bananes qui du coup deviennent des producteurs d'insecticides et qui eux-mêmes se sont mis à vendre le produit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Martinique, en Guadeloupe. Ailleurs, ça, je ne sais pas. Est-ce que le brevet a été racheté? En tout cas, c'est ce que dit un rapport parlementaire de 2004. D'autres disent qu'en fait, il a été juste pris. Bon, en tout cas... Le point est que ces producteurs qui importaient le chlordécone depuis cette usine ne pouvaient pas ne pas savoir. Mais ce que je montre aussi, ça, c'est côté du producteur. Si j'ai un fournisseur et qu'il arrête, tout d'un coup, je vais demander mais pourquoi vous fabriquez plus ce produit? Bon. L'affaire du chlordécone était su et parce qu'elle est passée au journal télévisé en août 1976. Ça, en regardant les archives de l'INA, on retrouve Les États-Unis, au moment où ils ont arrêté la production, ont informé l'ONU en disant « Attendez, on a un produit là, on s'est rendu compte que c'est vraiment très très compliqué, très très mauvais. Il faut qu'on informe les membres de l'ONU qu'il ne faut plus fabriquer ce produit. » Donc l'idée que ça n'avait pas été tout simplement un mensonge. Et on a continué, malgré en fait la connaissance à la fois des producteurs et à la fois des autorités étatiques, on a continué à épandre ce produit au moins jusqu'en 1993, après plusieurs... Mais ce n'est pas tout, c'est qu'à la fin de l'autorisation d'utilisation de ce produit, il s'est écoulé encore plusieurs années avant que les premières mesures de protection à la fois de l'environnement et des habitants soient prises. On parle des années 2000, véritablement. Donc là où, en juillet 1975, on arrête la production à Hopewell, et en août, septembre, en fait, il y a ce qu'ils appellent une Capone Task Force, avec le gouverneur, avec des médecins, avec des chimistes qui disent « Bon, allez, il faut qu'on fasse face à ce problème ». On attend 30 ans, 28 ans, 22 ans plus tard en France, pour faire face à une même molécule. Donc voilà, et c'est en cela que on voit bien qu'il y a un traitement à la fois vertical, à la fois colonial, qui est vraiment très, enfin, strate. J'aime beaucoup l'expression de millefeuille, parce qu'on voit que il y a à la fois de la malveillance, il y a aussi des problèmes structurels avec des laboratoires qui ne testaient pas les pesticides qui étaient utilisés dans les bananeraies.
on voit aussi des recherches qui ne sont pas faites. Donc, et si je peux revenir sur un autre point, on pourrait se dire, ah, mais en fait, oui, bon, il y a une pollution, il y a même un rapport parlementaire en 2009 qui parle d'accident environnemental, et que ceux qui raccrochent cet accident à la question coloniale, en fait, seraient des militants qui n'ont... En fait, je crois qu'on ne peut pas... Ça c'est un biais, en fait, et je crois qu'on ne peut pas raconter cette histoire sans parler non seulement de l'histoire coloniale, mais de l'histoire esclavagiste aussi, et des différentes formes de ce que j'ai appelé la blanchité, c'est-à-dire de la manière dont une construction socio-raciale a pu permettre à des personnes d'être en position de pouvoir qui ont résulté en l'empoisonnement de la majeure partie des Antillais pour plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles. Je te cite une phrase que je trouve vraiment très bien qui dit ça, à un moment donné écrit « C'est à la condition de souiller et damner la terre elle-même que les damnés de la terre sont exploités, opprimés et empoisonnés. » C'est à peu près le... Tout à fait. Et donc le chlordécone est vraiment une partie intégrante de l'habité colonial. C'est-à-dire parce que soit on regarde toutes ces strates, toutes ces failles en fait finalement, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé, la douane, les juges, parce que jusqu'à présent il y a des procès en cours qui concluent, il y a un appel en cours à un non-lieu. C'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas eu véritablement de crime cas d'empoisonnement. Voilà, pas de crime d'empoisonnement et pas de crime que l'on peut reconnaître, en tout cas selon la loi pénale. Soit on prend tous ces éléments et on se dit, bon, à chaque fois, alors c'est un hasard. Mais en fait, ce qui a structuré cet empoisonnement, c'est effectivement l'idée que ces terres auraient une fonction. Et ça, c'est une idée qui est profondément ancrée dans la colonisation même des Antilles au XVIIe siècle, enfin XVIIe siècle, pardon. L'idée que ces terres n'auraient pour fonction que de produire intensément dans le but de fournir un marché extérieur. Et ça veut dire qu'on va produire ce qu'on ne consomme pas. Pour rappel, la banane produite avec le chlordécone n'a pas servi à alimenter les Antillais, c'est-à-dire n'a pas servi à pourvoir aux droits fondamentaux des Antillais. Mais en revanche, cette production de bananes a été parallèle avec un effondrement des structures de production vivrière des Antilles. Ce que l'on voit aujourd'hui en Martinique, où il y a un mouvement de révolte depuis plus de 50 jours, où ça brûle, est un des symptômes de l'habité colonial. Des personnes demandent, exigent un certain nombre de droits fondamentaux, le droit de pouvoir, à leurs besoins, de pouvoir acheter de quoi se nourrir dans des conditions dignes. Et ça, c'est l'habité colonial. Et c'est en ce sens que si l'on reste dans l'approche qui est complètement dépolitisante du gouvernement, qui consiste à dire, bon, en fait, on va juste enlever la molécule, on continue à maintenir cette façon coloniale de se rapporter à la Terre, et je pense qu'on continue à aller droit dans le mur. Mais alors ça pose des questions, enfin, moi je me souviens, je pense qu'il y a 15 ans ou 20 ans, j'étais tombé par hasard sur une interview de Élie Domota dans France Antilles, et dans cette interview il disait un truc qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'est qu'en gros, donc c'était autour de la question du débat entre indépendance et autonomie, etc. Bon, donc, pour les gens qui ne savent pas, aux Antilles, l'autonomie c'est plutôt revendiquer une espèce de reconnaissance par l'État, alors que l'indépendance, bon, c'est une position plus radicale, qui est celle de l'indépendance, quoi. Et il disait dans cette interview, enfin je le paraphrase, j'en ai un souvenir très vague, il disait en fait, tant que tout ce qu'on produira en Guadeloupe et en Martinique, c'est des bananes pour les Blancs, on ne pourra jamais poser sérieusement la question de l'indépendance, tout simplement parce qu'on n'a pas notre indépendance en termes de bouffe, en fait. Et dans le fond, cette question de la subsistance, donc elle se pose évidemment aux Antilles, mais elle se pose absolument partout. J'ai l'impression que c'est une question qui est latente dans tous les mouvements un peu subversifs, même dans le monde. C'est qu'on se rend bien compte que l'organisation même de la métropole, elle fait qu'on peut bien se dire que s'il y a
un mouvement insurrectionnel, on va piller les magasins, mais une fois que les magasins sont vides, faut bien manger, quoi. Et l'organisation capitalistique métropolitaine de la production, elle est telle que personne n'est en mesure de se la réapproprier, et la forme même qu'elle a, fait qu'elle est pas réappropriable. Mais là où je voulais en venir, c'est que dans cette interview d'Elie Domota, je trouvais ça vraiment hyper malin et lumineux de dire, voilà, en fait, de relier la question de l'indépendance au sens politique à la question de la subsistance vraiment matérielle. Et en même temps, là, quand j'ai lu ton livre, ça m'a un peu foutu une espèce de coup au moral, parce que tu dis, ouais, en fait, le moment où, en fait, le pouvoir, la colonialité, on s'en fiche comment on l'appelle, enfin, en tout cas, le moment où, en fait, ce pouvoir, il arrive non seulement il a désemparé les gens de leur capacité à se nourrir, mais en plus de ça, il rend impossible le fait de se réapproprier ce qu'il est venu prendre, vu qu'il souille tout, enfin, tout est saccagé, quoi, y compris en profondeur. Donc c'est la possibilité même de l'autonomie des gens. Et en même temps, toi, justement, dans le livre, tu te fais pas du tout, t'as pas du tout ce point de vue pessimiste. C'est-à-dire que tu dis un truc qui est à la fois perturbant et hyper intéressant. Tu dis, ben non, en fait, il y a, ce que je voudrais que tu racontes, il y a une voie à trouver qui soit pas purement la fuite ou purement le déni ou purement le cynisme, quoi. Le grand danger, en fait, de cette ontologie et de cette approche techniciste de l'État, du gouvernement français, est d'une certaine façon de séparer la Terre des Antillais. Alors que le rapport des Antillais à la Terre est un rapport qui a une histoire complexe. L'appropriation de cette terre est quelque chose qui n'a pas été facile. C'était en fait de la colonisation, que l'accès par exemple à la propriété de la terre était réservé à l'époque aux colons métropolitains. C'était une terre qui était pratiquée au départ pour et à travers le crime de lutte contre l'humanité qu'est l'esclavage colonial. Et donc, quand on a un discours qui consiste à dire, en fait, cette terre est polluée, du coup vous ne pouvez plus vous nourrir à partir de cette terre. Ou si vous avez un élevage de vaches ou de bœufs, alors vous devez les mettre dans des hangars bétonnés, et du coup vous ne pouvez plus avoir la même relation que vous avez avec votre bête pendant un ensemble de mois. En fait, on prend, du fait de cette contamination, on instaure un ensemble de ruptures au sein de l'écoumène antillais. C'est pour ça que ce chapitre s'appelle l'écoumène en péril, où je montre que le danger, ça serait de dire, si cette terre est polluée, alors peut-être que de manière subjective, je dois quelque part la fuir. Et peut-être que je vais avoir plus confiance en ce qui est importé qu'en ce que ma terre et mon corps sont capables de produire. Et ça, c'est un danger qui est créé, engendré par cette approche de l'État français. Moi, je pense que, au contraire, et c'est tout le sens de cette proposition centrale du livre de s'aimer la terre, y compris face à une pollution, il y a une manière différente de réagir et de faire face à cette contamination. Mais ça passe par un ensemble de points. D'abord dans l'analyse. Donc on voit bien que l'analyse que je propose, elle est multiple, multistrate, millefeuille, ce qui fait qu'il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Faire preuve aussi parfois d'une forme de finesse d'analyse, c'est-à-dire que tout n'est pas contaminé. Donc à la fois on retrouve de chlordécone dans tout, mais tout n'est pas contaminé, ce qui est peut-être un peu complexe, mais toutes les terres ne sont pas complètement contaminées. Sur des terres qui sont contaminées, il y a des choses qu'on peut produire de manière saine. Mais là où... donc voilà, ça c'est une première chose. Même dans les conséquences sanitaires, en général, les pathologies ont plusieurs causes, y compris celle du cancer de la prostate. Cela ne signifie pas que le lien entre chlordécone et ces pathologies-là n'est pas vrai ou n'est pas... Non, en l'occurrence, il est démontré, mais cela signifie qu'on peut ne pas s'arrêter à ça. On peut se dire, si ça, on ne peut pas le toucher, par contre, on peut travailler sur tel facteur, sur tel facteur, sur tel facteur. Enfin voilà, en gros, loin d'abandonner la Terre,
on a plutôt à trouver des manières de la retrouver et surtout d'y proposer une autre relation. Parce que l'habité colonial est une relation meurtrière à la terre. À plus d'un sens, meurtrière pour le vivant, peut-être qu'on y reviendra sur la question du charançon après, mais meurtrière même dans la manière d'y produire. Comment on a pu imposer à des ouvriers et des ouvrières agricoles d'utiliser un ensemble de molécules toxiques pendant tant d'années? Parce qu'au final, ce sont les premières qui ont été exposés, et ce sont les premières qui ont eu une perception du danger au quotidien. Et d'ailleurs, le chlordécone a été introduit en 72. En 74, en Martinique, il y a eu l'une des plus grandes grèves de l'histoire des ouvriers, de l'histoire du mouvement agricole en Martinique. Et cette grève, dans cette grève, les ouvriers ont créé un comité qui a proposé un protocole d'accord avec 11 points qui demandait un ensemble de droits fondamentaux, le droit d'avoir un salaire, d'avoir une pause déjeuner pour manger, le droit d'avoir un congé, d'avoir une hausse du salaire, enfin du revenu. Bon. Et parmi ces points, il y avait aussi celui d'interdire l'utilisation ou de ne plus utiliser le chlordécone, le mocap et d'autres produits. Donc là, on a des ouvriers agricoles qui, elles et eux-mêmes, demandent le retrait de cette molécule. Quelle a été la réponse des pouvoirs publics? Elle a été l'envoi d'une force militaire qu'on appelle les gendarmes, à la demande de certains propriétaires terriens, blancs créoles, avec l'accord du préfet. On a réprimé ce mouvement de grève dans le sang, avec des morts, avec des blessés par balle, et cela en toute impunité. Et donc on a inculqué, ou en tout cas on a fait comprendre à des ouvriers et des ouvrières agricoles qui sont déjà marginalisés socialement dans ces sociétés, que si vous protestez contre l'utilisation de cette molécule, en plus de vos droits fondamentaux, alors on peut vous mettre à mort, on peut vous tuer. Fanon en parle très bien, c'est le pouvoir de mise à mort en toute impunité. Et ce n'est pas parce que tous les ouvriers n'ont pas été tués, heureusement, qu'ils n'ont pas compris le message. Et donc là, on voit que le chlordécone, le maintien du chlordécone, de l'utilisation du chlordécone aux Antilles, a eu pour condition le pouvoir de mise à mort des gendarmes. Et aujourd'hui encore, on voit que cette force militaire, elle est appelée, avec les CRS plus tard, elle est appelée pour faire face, entre guillemets faire face, en tout cas pour réprimer des personnes qui demandent leurs droits fondamentaux. On veut pouvoir vivre, on veut pouvoir boire de l'eau, on veut pouvoir se nourrir, on veut pouvoir acheter des couches pour nos gamins. Et là, la réponse... Enfin, c'est un bordel. L'un des militants, l'une des situations que je décris dans le livre, qui pour moi est une situation qui m'a profondément marqué, est celle du lynchage d'un jeune militant qui s'appelle Kézian Hussier. Un lynchage qui a eu lieu à Fort-de-France, en Martinique, l'équivalent de la capitale de l'île, devant le commissariat de police, par des gendarmes, sous l'œil du commissariat du commissaire de police, sachant que le commissariat est à côté de la préfecture. Donc on est en plein cœur et en plein centre administratif, policier, politique de l'île. Et là, un gendarme, qui peut-être devait être là depuis quelques mois, parce qu'ils sont toujours... ils tournent, se permet de tabasser... Enfin, un gendarme, ils sont plus, c'est un 4 ou 5, se permet de tabasser un jeune homme en lui proférant des insultes racistes, meurs sale, avec le N-word, en lui enfonçant le pouce dans l'œil. Et là encore, c'était une seule personne, un militant qui est lynché. Mais le message qui est envoyé en fait à l'ensemble des Antillais, c'est que cette force de police peut lyncher n'importe qui à n'importe quel moment, au vu et su de tout le monde. Il y a une vidéo qui montre, qui vous fera pleurer de rage. Et là, on voit que il y a quelque chose qui ne va pas. Et le problème n'est évidemment pas uniquement
une molécule qu'on a mis dans le sol. Oui, c'est un problème parce qu'elle est toxique. Mais par contre, tant qu'on ne pourra pas rétablir un pouvoir du peuple vis-à-vis de cette force militaire, on aura des problèmes. Parce que cette force militaire n'a jusqu'à présent aucun compte à rendre aux Antillais. Donc c'est-à-dire que les gendarmes qui arrivent, ils se sont sentis investis d'un sentiment d'impunité, sachant que quoi qu'ils fassent, il n'y aura pas de problème. Et c'est effectivement ce qui se passe. Parce que jusqu'à présent, les gendarmes qui ont commis ces actes odieux ne sont pas condamnés. Pire, le procureur du parquet a poursuivi, tenez-vous bien, les avocats du jeune homme. Donc en fait, à la base, c'était une manifestation, un jeune tambouillé, quelqu'un qui est super fort, qui pratique le tambour belay, un art, une danse ancestrale, en fait, qui fait partie de notre culture, qui milite pourquoi ? Pour le fait de pouvoir vivre dans un environnement sain, d'avoir de l'eau qui n'a pas de chlordécone, de pouvoir manger des patates douces, etc. Et que peut-être, oui, les personnes qui sont responsables de cette pollution soient désignées, soient assignées. Bon. Donc, l'idée, après, consiste à dire, ah ben, franchement, ceux qui raccrochent l'affaire du chlordécone à question coloniale, ben, ils ont un problème. Moi, je dis, franchement, le problème vient plutôt d'ailleurs. Venez voir ce qui se passe. Et je mets en garde aussi, voilà, je ne sais pas qui va avoir accès à cette vidéo, mais je mets en garde particulièrement les consommateurs et les consommatrices de l'Hexagone, la partie européenne de la France. J'ai vu il y a quelques semaines que les bananes antillaises étaient parmi les cépalos ou parmi les premiers produits fruits préférés des Français. Et là, je dis attention, les bananes qui ont été produites avec cette violence, elles ont été consommées ici, par nos parents, voilà, peut-être nous quand on était enfant, on en a mangé, enfin voilà. Donc, il y a un lien très matériel et très concret avec cette histoire, que l'on soit à Bordeaux, Paris, Marseille ou Lille. Ça veut dire que l'enjeu n'est pas de culpabiliser en fait des consommateurs à qui, eux et elles aussi, ont été dans l'ignorance. C'est-à-dire qu'on a produit aussi une ignorance, comme tu l'as rappelé. Mais il y a une mobilisation à avoir. Il y a une forme de responsabilité à prendre qui permettrait aussi de faire pression sur une filière agricole qui, jusqu'à ce jour, se présente comme une victime, qui, jusqu'à ce jour, n'a reconnu aucun tort, qui, jusqu'à ce jour, n'a dépensé aucune action véritablement pour contribuer à ce que ces sociétés, mais aussi la France, puissent surmonter et sortir par le haut, comme on dit parfois, de cette affaire. Et c'est ça, mais là on parle du chlordécone et on parle de bananes, mais l'habité colonial, en fait, il faut bien penser que c'est un habité colonial de la terre entière, que ce n'est pas uniquement la banane des Antilles, que la manière dont on habite ici, avec la façon dont on produit de l'énergie, avec les vêtements que l'on porte, avec les produits que l'on consomme, on va raser des forêts pour pouvoir alimenter nos élevages, etc. En fait, l'habité colonial masque les violences de la production dans un ailleurs qui paraît éloigné, et maintient en fait une forme d'innocence ou plutôt d'irresponsabilité de la part du consommateur. Et ça aussi, ça doit changer. Ce que je montre dans le livre, c'est que la banane en tant que telle est aussi un produit qui a une histoire coloniale, qui, non seulement une histoire coloniale, mais qui véhicule, et la filière en joue beaucoup, de cet imaginaire, qui véhicule une culture coloniale, plutôt un imaginaire colonial de la nation française. Et là, on voit que, encore une fois, le problème du chlordécone est bien plus large. Il touche à... Mais au fond, comment considère-t-on ces territoires? Quelle place occupent-ils dans l'idée que l'on se fait de la France, de la nation française? Des territoires dont l'un des textes de loi les plus importants a été le Code noir, organisé, même si pas rédigé entièrement par Colbert, et qui, dès qu'il y a ici une protestation, en disant, mais en fait, vous savez,
cette personne est aussi responsable du code qui a encadré l'asservissement, la mise à mort, la torture de mes ancêtres? Est-ce vraiment cette personne que vous voulez célébrer comme un héros de la nation? Et si c'est le cas, quelle place alors accordez-vous à nous dans cette idée de nation à laquelle, bon voilà, jusqu'à présent, nous faisons partie? C'est pour ça que je commence le livre avec ce déboulonnage d'une statue qui fait écho, voilà, une statue qui fait écho à l'histoire coloniale esclavagiste, mais qui est remplacée par un dispositif de permaculture, dans l'idée qu'en fait, nous avons à changer de modèle, ne serait-ce que pour pouvoir nous nourrir. Oui, alors ça, moi je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est un des trucs importants du livre, c'est-à-dire que il n'y a pas juste un dévoilement des mécanismes du capitalisme et de la colonisation, etc., comme là on peut le dire, des liens qu'on tisserait, etc. Il y a aussi la question de, c'est pas formulé comme ça, mais de ce que serait une alternative à tout ça. Et je sais parce que je trouve que le passage un peu le plus dur à se figurer, c'est quand quand tu critiques le rapport scientiste, le rapport scientifique à la molécule, enfin au chlordécone, parce qu'évidemment, spontanément, on se dit, bah oui, évidemment que c'est un truc central qui vient du dessus, etc., etc. Mais bon, si quand les scientifiques disent, attention, si vous mangez ça, vous allez avoir le cancer de la prostate, bah franchement, on va arrêter de le manger, quoi. Et donc, on voit bien comment la forme du pouvoir scientifique, on est vraiment pris en otage par elle. On l'a vu de manière très très forte avec le Covid, etc., etc. Les débats que ça a suscité, c'est quelque chose qui est très complexe. Mais moi, j'ai trouvé que le moment où moi en tout cas j'ai le mieux pigé ce que tu voulais dire, c'est justement sur cette question c'est à un moment donné tu dis en fait ce que tu disais un petit peu avant là, du chlordécone, il y en a partout, on en a partout en nous, et donc quelque part et pas du chlordécone et d'autres toxiques, c'est là que je vais en venir. Il y en a partout, on en a dans nous, mais en même temps on va pas s'arrêter de vivre, on va pas prendre la fuite, on va pas tous déménager, parce que par ailleurs, des cochonneries, des saloperies, des choses qui nous tuent, il y en a 1 milliard d'autres. Mais là, on pourrait se dire, vis-à-vis de ça, on va être défaitiste, en gros, niquer pour niquer. Mais non, là, tu dis un truc, et tu fais une comparaison extrêmement intéressante, c'est que tu dis que en Martinique, en Guadeloupe, les questions de l'obésité, du cholestérol, etc., sont des vraies questions de santé publique. Et d'un coup, tu dis, en fait, si arrêter de manger du chlordécone pour ne pas avoir potentiellement un cancer, c'est prendre des produits qui viennent de la métropole, qui sont pleins de sucre, de gras, de machin, et en fait mourir d'une attaque cardiaque, en fait, qu'est-ce qui nous dit qu'est-ce qui nous permettrait d'isoler absolument le chlordécone du reste de la toxicité du monde, en fait, quelque part. Et donc, dans le fond, t'invites à essayer de penser finement une espèce de vie contaminée, quoi. Oui. Attends, j'ai envie de reposer une question, mais il faudrait que tu prennes le micro. Juste en résonance avec ce que j'entends, je voulais faire une observation, parce que je trouve particulièrement intéressant la manière dont tu poses les choses. Tu parles de millefeuille, mais ce qui est drôlement intéressant, c'est que dans cette généalogie que tu fais, parce qu'il y a un travail généalogique très important, de l'histoire de l'histoire coloniale, l'histoire de l'esclavagisme, comme il y a une sorte de ligne qui traverse cette affaire-là, qui ne commence pas au moment où il y a un labo américain qui décide de faire une saloperie de molécules, etc., etc. Bon. Et tout ça, là où je trouve que c'est drôlement intéressant, c'est que ça opère, cette histoire-là, qu'il faut l'investir d'une façon affective aussi, et je trouve que tu le fais, je le sens, je crois sentir, donc d'une façon intellectuelle et d'une façon affective, donc cette histoire atroce de la violence concentrée sur la racialisation, de ceux qui ont subi la traite, etc., c'est agit comme un résonateur, et je veux juste dire 2 mots sur ça, et là du coup je le relie à ton propos, c'est-à-dire que ça nous invite non pas simplement à définir, à catégoriser des sortes de sujets abstraits, mais ça nous invite à penser en quoi nous, là où nous sommes, donc quel est ce nous-là, il faudra les fabriquer, il n'est pas donné d'emblée. Du coup, ça nous invite, nous, à nous refabriquer à nous, on est concerné
par tout un tas de saloperies aussi. Il y a toute une histoire de destruction. C'est pour ça qu'au début, il y avait un petit échange. Peut-être ce ne serait pas le moment là de l'avoir, quoi, sur cette idée d'une modernité homogène, parce que cette modernité européenne, elle est aussi une histoire de colonisation intérieure. C'est aussi de la destruction des communaux. C'est aussi toute une lignée aussi de destruction d'une multiplicité de manières d'habiter la Terre, que nous avons complètement oublié. Et tel que tu poses les choses, c'est un résonateur dans ce sens-là. Ça nous fait sentir par la brutalité historique de l'esclavage et de ses héritages, c'est que nous avons aussi d'une certaine manière, nous, ceux qui habitons ailleurs, vécu dans des formes de destruction et que nous pourrions à nouveau repenser et réaffecter. Et c'est en ce sens-là, et ça me donne très envie de pencher sur les bouquins, c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est drôlement intéressant dans les débats des coloniales actuels, quoi. Alors, il y a beaucoup de choses, mais peut-être pour... Donc, je suis chercheur au CNRS, donc ça fait 15 ans que je travaille sur cette question. J'ai travaillé dans le cadre d'une thèse, après j'ai été recruté au CNRS, et j'ai travaillé aussi dans le cadre de ma recherche. Et depuis quelques années, j'organise régulièrement, ou en tout cas je participe à l'organisation d'événements scientifiques sur la question. Et un événement en 2019, que j'organisais ici, il y a, à un moment donné, il y a une militante en fait qui prend la parole et qui s'effondre en larmes en disant à quel point il y avait aussi un potentiel à la fois d'anxiété, du matin au soir, être rappelé à quel point ce produit il est toxique, à quel point il crée des problèmes, et puis en plus comme c'est une molécule qui a une phénoménologie particulière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la voir, la détecter. Tu dis arsenic et une violence, enfin c'est vachement lourd. Tout à fait, donc en fait ça peut... C'est très... On n'a pas de rapport sensoriel premier en fait à cette molécule, hormis le cas des ouvrières agricoles qui ont eu à le manipuler et qui ont eu une exposition beaucoup plus intense. Et en fait, c'est aussi c'est en pensant à cette personne, mais aussi à d'autres personnes, de cette crainte qui est aussi suscitée, de se rappeler ceci. Malgré tout, la contamination au chlordécone aux Antilles, c'est à la fois une histoire des Antilles et c'est une histoire du monde. De sorte que les luttes face à cette contamination sont aussi des luttes qui se mènent dans différents espaces et dans différents paysages du monde. Cela, par contre, ne doit pas être utilisé pour relativiser la violence coloniale, l'acuité de la violence coloniale et esclavagiste et raciste, en fait, qui a été moteur dans cette affaire de contamination au chlordécone aux Antilles. Mais ça veut dire que la lutte qui se mène aux Antilles est peut-être, oui, une des luttes de ce XXIe siècle où nous avons à hériter d'un ensemble de pollutions passées du XXe siècle. Et peut-être que là, il y a quelque chose que je trouve, en ce qui me concerne, je dirais pas rassurant, mais peut-être enrichissant, en disant, bah tiens, en fait, la lutte qui se mène aux Antilles pour vivre, pour être bien soigné, pour avoir accès à de l'eau, parce qu'aujourd'hui c'est compliqué en Martinique, en Guadeloupe, surtout en Guadeloupe, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir... en fait, qu'on partage cette lutte avec des luttes qui se mènent en Polynésie, qui se mènent au Congo, qui se mènent dans plusieurs autres espaces, y compris en Europe, mais y compris au Brésil, y compris aux États-Unis, etc., etc. Et là, sur la question de ce que ça signifie, en fait, de ce que peut être une sortie par le haut de vivre avec cette molécule, c'est comprendre, en tout cas, de se dire, bon, certes, alors, le chlordécone est un des enjeux et une des causes d'un ensemble de pathologies, n'est pas la seule. D'ailleurs, il y a plusieurs molécules. Les Antilles, ça je le montre, ont été comme les 10 territoires
DITS, territoire d'outre-mer, sont des espaces qui structurellement ont été exposés à une plus forte intensité de pesticides. La Réunion a de quoi faire avec la canne à sucre, il y a la canne à sucre aussi en Martinique et en Guadeloupe, mais on voit qu'en fait, ce sont des territoires qui sont de relativement petite taille et densément peuplés. Ce qui fait qu'on est loin des champs à perte de vue qu'on peut trouver dans certains pays d'Amérique latine, où là, il y a, voilà, perte de vue, on a des champs de bananes, il n'y a pas beaucoup d'habitations. Là, en fait, en Martinique, en Guadeloupe, il y a des champs de bananes, mais à côté, il y a des habitations, à côté, il y a un terrain de foot, à côté, il y a la mairie, à côté, il y a une résidence, etc. Donc, en fait, on est surexposé. Bon, mais malgré tout, on ne peut pas faire, à mon sens, du chlordécone le tenant ou le seul dénominateur d'une bonne santé. Et il faut pouvoir penser de manière complexe, en fait, l'ensemble des facteurs. Et la question coloniale reste là. Hein. Pourquoi on a des produits qui sont encore plus sucrés malgré la loi Lurel en 2012 ? Pourquoi, en fait, c'est plus facile pour nous d'acheter des produits importés à indice glycémique haut, c'est-à-dire qu'en fait, avec qui sont pas bons pour l'obésité et le diabète, alors que en fait des productions locales qui seraient meilleures pour nous, et elles sont plus chères. Donc tout ça participe. Mais en fait, juste penser la chose ensemble, et qu'en la pensant ensemble, on arrive alors à tracer un horizon qui serait l'horizon de s'aimer la terre, non pas parce que cette terre serait, entre guillemets, indemne de poisons ou de pesticides, mais s'aimer la terre dans le type de rapport que l'on peut nouer avec elle. Et dans ce livre, le mot terre n'est pas séparé des corps humains. C'est-à-dire que quand je parle de la terre, je parle des corps humains. Donc c'est le sens de S apostrophe, pour ne pas rester dans une perspective, bon, j'aime la terre parce que j'aime bien le cours d'eau, j'aime bien la baleine, j'aime bien l'ours, ou j'aime bien l'éléphant. Non, le rapport à l'ensemble des éléments des écosystèmes, ou en tout cas retrouver un rapport, ou renouer, ou développer, ou proposer un rapport qui serait différent de ce rapport meurtrier, pesticide, en fait, est la manière dont je peux prendre soin des corps entiers, ou dont nous pourrons collectivement prendre soin des corps entiers. Et c'est pour ça, peut-être que je peux répondre à la question de Bernard sur le charançon. C'est pour ça que je commence mon livre par peut-être les plus grands oubliés de cette affaire. Alors, il faut d'abord parler que les ouvriers et les ouvrières agricoles ont, au niveau humain, été les plus marginalisés de cette affaire. Mais dans les récits qui sont donnés de cette affaire, souvent on dit, voilà, même dans les reportages, à la télé, dans les chansons, dans les documentaires, dans les articles de presse, on dit, voilà, on va vous parler du chlordécone, une molécule qui a été utilisée contre le charançon. Et ce récit, donc le charançon est un petit insecte, un coléoptère, qui en fait effectivement se nourrit du bulbe du bananier, et en tout cas il y pond, la femelle y pond ses œufs, et en creusant des galeries, et ces galeries au bout d'un moment fragilisent le bananier qui tombe, et du coup ne peut plus porter les bananes qui seront vendues en Europe. Bon. Et avec ce récit qui dit le chlordécone a été utilisé pour lutter contre le charançon, on pourrait se dire c'est la faute du charançon. Le charançon, cet insecte qui ne peut pas se défendre, en fait, est le responsable. En tout cas, c'est comme ça que les producteurs de bananes l'ont défendu. Et ce qui m'a choqué dans mes multiples enquêtes, c'est que ce récit est rentré dans le sens commun. Alors que, précisément, je pense qu'il y a à faire le lien entre le sort qui est réservé à ces êtres qui font partie du tissu vivant, qui font partie des êtres vivants, avec un ensemble d'autres insectes. En fait, le chlordécone, on le retrouve de cet insecte-là au cachalot. Donc en fait, de toute la chaîne. Ça ne veut pas dire que tous les animaux ont du chlordécone, mais au moins on en retrouve en fait dans différents... Voilà. Et comprendre qu'il y a un lien, que cet insecte fait partie aussi de mon expérience de vie sur Terre. De sorte que, oui,
en tuant une partie du vivant, on s'attaque à nous aussi. Du coup, renouveler, je ne suis pas en train de dire qu'il est nécessaire d'aplanir toute hiérarchie entre différents êtres, même si ça c'est un idéal antispéciste. Je ne suis pas là, en tout cas aujourd'hui, mais je dis que par contre, il y a une réflexion qui doit être menée, une réflexion démocratique, collective, qui consiste à dire, mais en fait, comment pouvons-nous habiter la Terre de sorte à renouveler un rapport beaucoup plus sain, beaucoup plus doux, beaucoup plus digne et juste aux vivants. Et c'est là c'est là qu'il y a une nécessité, à mon sens, d'avoir une démocratisation des sciences, voire même une décolonisation des sciences. Parce que ce n'est pas uniquement le rapport scientiste. Il y va aussi des inégalités et des discriminations, dont certaines sont sociales évidemment, mais certaines sont aussi raciales et coloniales, dans l'accès à la production de connaissances scientifiques. Qui a produit les connaissances sur le charançon? Qui a produit les connaissances sur le chlordécone? Qui a expérimenté le chlordécone et recommandé aux producteurs de pouvoir utiliser cette molécule? Aujourd'hui, dans l'affaire pénale, puisqu'il y a une affaire pénale depuis 2006, voilà, je suis moi-même partie civile dans cette affaire avec des centaines d'autres Antillais et d'associations, mais y compris les collectivités régionales de Guadeloupe et territoriales de Martinique. L'une des raisons du non-lieu des juges dans l'affaire pénale, ils ont prononcé un non-lieu en janvier 2023. Et l'une des raisons est de dire, bon, en fait, donc il faut ça. En fait, on ne trouve pas d'études scientifiques qui prouveraient que le chlordécone soit lié à différentes pathologies à l'époque où il a été utilisé. Donc ce que les juges disent, c'est qu'il aurait fallu qu'il y ait une enquête sur quelque chose qui était caché à tout le monde, puisqu'on ne savait pas, parce que c'était caché à tout le monde, qui démontre la dangerosité du chlordécone. Mais sauf que la dangerosité pouvait être prouvée que des années après, parce que le cancer, il se développe pas dans la semaine. Et qu'il y a plein d'autres facilités. Mais je le dis aussi au début de mon livre, je ne suis pas une ouvrière agricole et encore moins une migrante. J'ai pu écrire ce livre, avoir accès à certains diplômes, avec des difficultés comme beaucoup d'autres, mais j'ai pu le faire. Le fait qu'aujourd'hui ça ne soit pas, ce n'est pas une ouvrière ou une ouvrière agricole qui est devant vous, qui a fait ses recherches, c'est-à-dire que les personnes les plus exposées sont aussi celles qui ont eu le moins accès aux méthodes exigées par le juge pour démontrer la dangerosité du produit. Et là, on voit qu'on est dans un système clos qui en font un crime colonial à la fois public, mais bien maîtrisé. Et c'est en ça que je pense, en tant que chercheur, en tant que scientifique, on ne peut pas avoir une compréhension critique de l'affaire du chlordécone sans avoir aussi une analyse critique de la manière, non seulement dont les sciences sont produites, c'est-à-dire de ceux qui font science, de l'épistémologie de certaines sciences, qu'il s'agisse de l'épidémiologie, de la chimie, de l'agronomie, mais aussi de la manière dont les recherches scientifiques se déploient, parce que ce sont aussi des espaces sociaux qui reproduisent des rapports de pouvoir, en l'occurrence, quand on est en Martinique et en Guadeloupe, dans le rapport entre chercheurs, chercheuses métropolitaines, dites métropolitaines. Tu parles même de blanchité épistémique, il me semble. Tout à fait, tout à fait. Et une des manières de s'en sortir de cette affaire, c'est aussi de repenser la manière dont on fait science, la manière dont on mène des recherches aux Antilles, de sorte à ce que, quelles que soient les recherches qui soient produites, il y ait une forme de souveraineté antillaise de la recherche. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est face à une espèce de Far West, presque de conquête, de recherche de l'or, quoi. Sauf que l'or, c'est la souffrance antillaise.
où on voit un ensemble de chercheurs-chercheuses qui arrivent sur le territoire, qui vont poser les questions aux mêmes personnes, qui sont dans une forme de surpâturage en fait d'enquête. Il n'y a aucune instance envers qui ces personnes ont un devoir, ne serait-ce que demander l'autorisation. Ce n'est pas... Et moi je pense qu'on a besoin, ce que j'appelle une sorte de comité d'éthique décoloniale en fait, en tout cas qui encadre en fait les recherches, vous dit bon en fait voilà, telle recherche est faite ici et là, comment elle contribue, à quoi elle contribue, et surtout comment vous impliquez les Antillais dans votre recherche, à la fois dans l'élaboration comme dans le partage des résultats. L'un des exemples les plus farfelus que j'ai vu, c'est une recherche sur les méthodes de dépollution qui propose de passer au micro-ondes les sols antillais. Alors pas le micro-ondes en micro-ondes, il y a différentes technologies. Un très très gros micro-ondes. Mais donc déjà, ce que ça veut dire pour le vivant, ça on a envie de le savoir, mais limite, bon, ok, on peut rechercher et faire des recherches sur différentes méthodes. Par contre, ce que je trouve le plus perturbant, c'est que cet article, il soit publié dans une revue qui n'est pas accessible, non seulement dans les langues, les créoles martiniquais, guadeloupéens, les Antillais, mais même moi qui suis chercheur CNRS en poste depuis quelques années, pour avoir accès à cet article, je dois payer, ou alors je dois passer par d'autres biais. Et là, on voit bien qu'il y a des inégalités, des discriminations qui se reproduisent dans la manière même de produire la connaissance sur ceux qui pourtant concernent nos terres, nos corps. Moi, je vais refaire une dernière petite boucle parce que j'ai quelques. Ce qui est, pour revenir juste, enfin un petit peu avant, tu parlais d'habiter la terre, etc. Et tu précisais, tu disais habiter la terre, c'est pas juste regarder un fleuve. Ça je pense que c'est très important. C'est-à-dire que dans le fond, ce que tu proposes, c'est une espèce d'autre anthropologie que l'anthropologie, enfin que notre rapport anthropologique très occidental, où tu as un sujet, objet, tu regardes, il y a toi, le monde entre les deux, il y a ta conscience, et puis tu as une somme d'individus avec leur chlordécone, leur ceci, leur cela. Voilà. Tu dis, t'as une expression qui est très drôle, c'est que tu parles d'humanité astronaute. Tu dis, aux Antilles, le fantasme d'une humanité astronaute pouvant se penser dans un en dehors de la plantation, cloîtré dans sa voiture ou dans son chez-soi, tel un en dehors du tissu vivant, s'efface. Que le chlordécone se retrouve dans les cordons ombilicaux et les laits maternels antillais, zone parmi les plus intimes des conditions physiologiques de l'existence humaine, rappelle que nos corps font aussi partie de la Terre. Donc, en gros, ce que tu pas ce que tu invoques, mais ce que tu revendiques, en fait, c'est un rapport au monde. Enfin, le rapport à la Terre, c'est pas un rapport à juste la Terre, c'est un rapport au monde, dans le fond, plus riche, avec des dimensions, on va dire, plus profondes, et plus tu parles de dimensions spirituelles, tu parles de plein de choses, etc. Bon. Ça, c'est très bien. Mais ce que je voulais préciser, qui me paraît très très important, c'est que quand on dit ça comme ça, on dit s'aimer la Terre, rapport à la Terre, on pourrait imaginer un truc un petit peu aussi cucul-à-praline, un petit peu, tu vois, un petit peu de démocratie, si on pouvait être un peu au courant, si en plus de ça vous pouviez nous traduire en créole, franchement, ce serait sympa. Bon, mais c'est pas, tu dis pas juste ça, parce que tu parles de penser la Terre, penser avec un A, c'est-à-dire donc, en gros l'action de réparer la Terre. Tu parles, là on parle de la fin du livre, hein, donc on va dire la partie, on va dire un peu la plus politique. Tu parles de démanteler la bananeraie en tant que figure de la production capitaliste coloniale. Tu parles de démanteler l'oikos colonial, donc tu vas m'expliquer, et tu parles de démastériser la Guadeloupe et la Martinique. C'est-à-dire que donc on n'est pas dans le, je cherche mes mots, je suis un peu fatigué. Enfin c'est pas le pays des bisounours que tu assez radical. Oui, c'est des propositions assez radicales. Tu dis pas juste il faudrait changer notre rapport au monde et puis finalement tout irait mieux. C'est-à-dire que tu expliques que dans la mesure où tout est lié, et ben en fait les structures même de cette société coloniale, patriarcale, blablabla, il va bien falloir s'en prendre à elle à un moment donné, parce que démanteler les plantations. Voilà, démanteler. Est-ce que juste tu peux nous dire un peu avec tout de même moi cette phrase que j'avais repérée aussi, on peut défaire les plantations sans défaire les maîtres. Alors, et dans la suite, il y a plus loin après, tu parles tu parles du paradoxe, mais enfin c'est une proposition que tu fais d'état décolonial.
Oui, C'est là-dessus qu'on aurait aimé avoir un petit peu ton retour, parce que c'est vrai que c'est des choses des notions un peu paradoxales et qui s'interrogent. Le mot qui me vient d'abord, c'est celui de responsabilité. C'est-à-dire que donc ce livre, il a été écrit donc, au long cours, avec des entretiens qui ont été faits avec des agriculteurs, des responsables de l'État, des pêcheurs, des militants, des avocats. Et moi-même, j'ai pris part en fait à ces luttes, à ces collectifs. Donc j'écris à l'intérieur d'une lutte. Donc ça veut dire que je ne suis pas dans le rapport détaché que peut-être certains scientifiques vont avoir en disant bon voilà, j'ai fait mon enquête, j'ai mes résultats, je publie l'article ou le livre dans tel magazine, dans telle revue, j'ai fait mon travail. En fait, c'est aussi une responsabilité, à mon sens, qui devrait être commune, de proposer des pistes pour ne pas reproduire la contamination, mais surtout pour en sortir, ou pour dessiner cet horizon qui, comme horizon, en fait, c'est un horizon de valeur. S'aimer la Terre, c'est un horizon de valeur. C'est-à-dire l'idée de vouloir évaluer les politiques qui sont mises en place à partir de cette perspective d'amour de la Terre. Ça peut paraître... Enfin voilà, pris comme ça, on peut se dire « Ah, c'est bisounours », mais en même temps, c'est un autre horizon que celui de à quel point je peux économiser sur le salaire de l'ouvrier agricole pour accumuler mon profit, mon capital, ou alors les terres que je possède. Bon. Donc cette question de responsabilité, effectivement, la dernière partie du livre est composée d'un ensemble de propositions qui sont à la fois théoriques, mais aussi très concrètes, très précises. Et j'insiste sur le fait que ce sont des propositions, évidemment. Parce que ce sont des sujets qui ne peuvent être que discutés collectivement. Et donc pour moi, en faisant ces propositions, je participe, en tout cas je souhaite participer à cette discussion, ou ces discussions collectives sur finalement comment habiter la Terre. Comment faire monde dans le sillage de l'esclavage colonial. Oui, mais dans la perspective... Hors la perspective d'un affranchissement du lien avec l'État-nation. Les propositions que tu fais. Donc, alors, c'est ça. Alors, voilà. Non, mais c'est pas... Termine ton on t'emmerde avec l'État-nation. Non, mais après c'est... Et donc, il y a... Donc, voilà. Moi, il y a un ensemble de propositions. Il y a des propositions qui concernent la science, cette souveraineté antillaise de la recherche très concrète. On crée une commission, on l'organise. Il y a des propositions qui concernent les plantations. Et les plantations de monoculture de bananes. Et moi je pense que les plantations de bananes, mais compris de canne à sucre et d'ananas, sont au cœur de cette habité coloniale. Et quand je parle de plantation, effectivement, on a tous peut-être en tête les images de bananeraies mais qui sont essentiellement la partie émergée de l'iceberg de l'habité coloniale. En fait, derrière le champ de la plantation, il y a tout un réseau de subventions européennes, de liens politiques, de lobbying, tout un réseau d'instituts scientifiques qui ont pour fonction d'appuyer en fait cette plantation, tout un réseau d'infrastructures, de routes, de transports maritimes, de douanes, qui sont en cause aujourd'hui d'ailleurs dans les mouvements de révolte. Et c'est tout ça qui constitue tout un réseau de rapports de production avec les ouvriers agricoles qui souvent en fait continuent à être déshumanisés. C'est ça la plantation. Donc quand j'appelle à démanteler la plantation, il ne suffit pas juste de couper les bananiers ou de mettre au feu à la plantation. Non. Et donc c'est ce système-là. Et donc, mais ça concerne aussi par exemple quelque chose de très clair qui est la propriété privée. Aux Antilles, nous avons une propriété privée qui a, en tout cas en ce qui concerne les propriétés de terres agricoles, ont été historiquement le fait d'un vol, d'un accaparement. On a pris des terres, un accaparement raciste, colonial et patriarcal. C'est-à-dire que c'était que les hommes qui pouvaient être propriétaires, que les hommes blancs des terres. Et
de ça, en fait, l'une des... ces terres ont été conservées ou de cas passées de génération en génération. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on a une filière qui, aujourd'hui, a causé une contamination qui concerne l'ensemble, en tout cas une partie de l'ensemble des Antilles, on ne peut plus fonctionner avec les mêmes prérogatives de la propriété privée. Ça veut dire que on ne peut plus laisser aux propriétaires des terres agricoles la décision comme un roi, comme un maître, en fait, de ce qui se passe dans l'exploitation. Et donc, effectivement, une des propositions, c'est d'avoir en place une démocratisation radicale de la production agricole aux Antilles, qu'en fait, ce qui se passe, mais de tout, soit décidé collectivement, que les bénéfices des plantations de bananes soient redistribués dans une forme de justice, une collectivisation. De justice sociale, une collectivisation, mais une collectivisation aussi dans le, on va dire dans le choix. Peut-être que le choix, ça veut être, en fait, la banane, on veut plus produire la banane, on veut produire autre chose. Parce que jusqu'à présent, la manière dont on a essayé de penser la souveraineté alimentaire aux Antilles était de dire, bon, on touche pas à l'habité colonial, on va essayer de grappiller les quelques terres en friche qui sont là, et puis en fait faire... Les jardins, c'est ça? Alors, une seule chose. Non, les jardins, en général, ce sont les jardins familiaux, donc qui sont, voilà, de maisonnées, mais en fait, il y a des terres aussi en friche qui pourraient être utilisées, etc. On va essayer de... Mais, donc c'est une façon de dire, on veut créer un système sans toucher, en fait. Voilà. Et ma proposition est du coup beaucoup plus claire, de dire, en fait, je pense que ce système-là doit fondamentalement changer. Quand je parle, voilà, doit fondamentalement changer. À un moment donné, tu parles du mot démasteriser. On peut se dire, en fait, mais qu'est-ce qu'il veut dire par démasteriser? Parce que une des difficultés d'un travail qui, on va dire, d'inspiration décoloniale, est que souvent, et ça c'est le contexte académique et politique français, les outils nécessaires à la pensée critique de l'histoire coloniale et sur l'esclavage ne sont pas toujours à notre disposition. Pourquoi? Parce qu'il existe encore un opprobre qui, à mon avis, fait écho à une forme d'orgueil de beaucoup de politiciens et de chercheurs, qui est que avec l'abolition de l'esclavage et avec les décolonisations, la France elle-même serait déjà, on va dire, équipée pour penser de manière critique sa propre histoire coloniale. Là où d'autres empires coloniaux ont eu d'autres pratiques, d'autres ont développé en fait un ensemble d'études pour pouvoir analyser et comprendre comment mieux faire. Bon. Et ce que j'ai pu constater dans mes enquêtes, c'est que on a en France pensé une abolition de l'esclavage qui s'est concentrée uniquement sur les personnes des esclavisés. On va passer une loi, donc en plus il y en a eu deux, je ne refais pas l'histoire, mais en tout cas la deuxième c'est 1848, qui dit voilà, les esclavisés ne seront plus esclaves. Par contre, ce qui est contradictoire dans cette approche, c'est que l'esclave ou l'esclavisé est toujours pensé avec aussi un autre. Cet autre est le maître ou, voilà, je propose ce terme de masteriser. C'est-à-dire la personne qui est rendue maître. C'est de plus en plus le terme esclavisé est courant aujourd'hui, afin de ne pas essentialiser la condition sociale politique qui est celle d'esclave. En anglais, on parle de enslaved, pour bien insister sur le fait que c'est un processus et que cette personne n'est pas de manière essentielle, innée, naturelle, esclave. Il en va de même pour les 10 maîtres. Il y a un processus qui permet de maintenir les maîtres en tant que maîtres. C'est ça la masterisation. Et d'ailleurs, en informatique, masteriser, c'est mettre en place un système d'exploitation. Bon. Ah oui. Ah oui. Et en 1849, l'État passe une loi qui comprend l'indemnisation des maîtres.
Pourquoi ? Parce que l'abolition de l'esclavage a été présentée de manière législative comme étant une injustice qui est faite aux maîtres à qui on spoil leur possession humaine. Et donc, d'une certaine façon, l'État a racheté les esclavisés des mains des maîtres. Mais ça se traduit comment ? Ça se traduit par une abolition de l'esclavage qui a été octroyée, ou en tout cas, même s'il y a eu des fortes luttes qui ont forcé à cette abolition, mais qui a été passée à la condition de préserver non seulement la position des maîtres, mais leur capital financier. En 1849, c'est 7% de la dépense publique qui est versée de manière régulière aux anciens maîtres. Et donc là, on voit que dans les mobilisations et dans cette affaire du chlordécone, on est dans un prolongement d'une lutte ancestrale, d'une lutte anti-esclavagiste, mais cette fois-ci qui concerne la position et la fonction des maîtres. Donc ce n'est pas une lutte contre telle ou telle personne. C'est pour ça que dans ce livre, je n'ai pas choisi de cibler en disant cette personne-là est responsable de tous les maux, mais de plutôt dessiner en fait les logiques systémiques, qu'elles soient législatives, politiques, administratives, judiciaires, policières, qui maintiennent ce système. Et donc du coup, la position sociale et aux Antilles, on peut dire littéralement socio-raciale, puisque les maîtres font partie de des béquets, c'est ce système-là qui, à mon sens, doit être repensé. Donc c'est vraiment tout un programme, mais je crois que c'est ce qu'on mérite. En tout cas, c'est ce que cette affaire, qui est l'un des plus grands scandales politiques, écologiques, sanitaires des Antilles, mais de la France. Et voilà, je pense que la réponse doit être à la hauteur en fait de l'ampleur de la catastrophe. Comment est-ce que cette découverte du chlordécone depuis 10 ans, quelle influence elle a eu sur, on va dire, un peu sur les mouvements politiques? C'est un accélérateur. Est-ce que ça a fait des déplacements? Et par exemple, là, dans la mobilisation en cours, c'est aussi un peu des jeunes collectifs, de ce que je comprends, qui sont très actifs sur les blocages et tout ça. Mais comment est-ce qu'elle s'imbrique ou pas, cette question du chlordécone, dans les luttes, notamment par exemple, sur la question de la vie chère, quoi. Alors, je crois que j'ai dit, mais sur les causes, la question dite de la vie chère est un symptôme, à mon sens, de l'habité coloniale. Donc, le chlordécone est aussi un autre symptôme, si on veut le dire, un traceur, mais en fait, c'est-à-dire qu'on a eu, pendant des dizaines, des centaines d'années, des structures, une économie agricole qui n'a pas été tournée vers la possibilité de satisfaire aux besoins premiers des habitants. Sur les mouvements sociaux, alors il y a des mouvements sociaux et un ensemble de syndicats et de partis extrêmement riches sur les deux îles, et il faudrait vraiment voire plusieurs émissions pour en rentrer dans le détail de ce que... Donc je dirais juste une chose qui est vraiment très dommageable, qui parfois peut être très dommageable, c'est que l'échec de l'État français à avoir préservé ses citoyens en Martinique, en Guadeloupe, et d'autres habitants, parce qu'il y a, voilà, est quelque chose, non seulement l'échec à avoir préservé, la production d'ignorance, le retard à la protection des populations, des peuples à partir des années 2000, la gestion non démocratique de cette pollution, tout cela a contribué à renforcer, exacerber un sentiment de méfiance envers l'État. Donc ça a contribué à renforcer, mais cette méfiance était là. Cette méfiance, elle est aussi entretenue par un système qui, à mon sens, n'est pas démocratique. Et qui, à mon sens, d'une forme d'orgueil mal placé, maintient une forme, il faut le dire, d'incompétence qui est assez ahurissante. Quand on a des préfets qui passent juste 2 ans en Martinique ou en Guadeloupe, et qui, bien sûr, sont des personnes qui n'ont aucune connexion avec ces sociétés, qui doivent se saisir de sujets extrêmement complexes, proposer des choses, mais avant même que les choses soient mises en place et qu'on ait vu les résultats, ils sont en train de penser en fait dans quel autre lieu je vais aller, comment je pourrais faire avancer ma carrière, et
ça donne... Ce qui se passe en Martinique, là, aujourd'hui, c'est aussi le résultat d'une incompétence qui n'est pas uniquement le fait de la personne, du caractère du préfet, que je ne connais pas, mais qui est structurellement organisée, où tout ce qui est attendu des préfets, donc du responsable de l'État, c'est de maintenir l'ordre. Là où, au contraire, de la part du RPRAC, Rodrigue Petitto, Aude Goussard et Gladys Roger, entre autres, mais en fait d'un mouvement qui est soutenu par d'autres personnes de la population, maintenant il y a des syndicats, il y a des alliances qui sont en train de passer, il y a aussi, enfin il y a plein de choses, et ce sera le RPRAC qui va parler plus de ça, mais moi ce que je vois, c'est qu'il y a aussi une revendication que je trouve très très forte et très belle, très importante, de démocratisation des décisions. Le fait d'insister que les décisions, les espaces de réunion où il y a les responsables des grandes distributions, les responsables politiques locaux et le préfet, et que ça soit accessible à tout le monde, ça pour moi c'est un pas dans la bonne direction. Est-ce que c'est suffisant? Non. Mais la réponse qui en fait va avec un gouvernement qui est en fait soutenu par l'extrême droite, qui consiste à, face à une demande de respect de droits fondamentaux, on vous envoie des CRS, et je vous invite à regarder les vidéos où on voit en fait des CRS qui pointent des lanceurs de flashball vers des visages en fait des Antillais. On a des responsables du mouvement qui sont blessés à la suite d'affrontements. On a une responsable qui prend des coups de poing. Voilà, qui prend des coups de poing par un CRS, en toute impunité. Bon, moi je ne sais pas, si je voulais mettre de l'huile sur le feu, je ne sais pas comment je m'y prendrais autrement. Mais ça c'est de l'incompétence. Et en fait, la solution, comme dans d'autres conflits dans le monde, elle sera toujours politique. Elle passe toujours par le dialogue. Par contre, oui, quand on ne nous entend pas, quand on continue en fait à nous déshumaniser, quand on continue à nous prendre par-dessus la jambe et à maintenir cet imaginaire colonial, ça suscite une colère que l'on ne peut que comprendre. Et évidemment, dans la colère, bah oui, parfois la colère n'est pas complètement ciblée, mais je pense que ça appelle à cette même, pour moi, cette même refonte d'un habité de la Terre, refonte de monde qui reconnaît à la fois certaines formes de souveraineté. Donc, pour moi, la question de la souveraineté qui n'est pas, qui est un peu, c'est pas juste autonomie ou indépendance, c'est aussi projet de société, c'est aussi manière d'habiter, et avoir la possibilité d'être responsable sur son île, responsable de ce qu'on produit, responsable de la manière dont on consomme. Là, aujourd'hui, on est encore dans une gestion complètement verticale où trop d'agents et trop de services ne se sentent pas, on va dire, dans la nécessité de rendre des comptes auprès des peuples antillais.